Les transistors, ces messieurs sont incontournables en électronique. Aujourd'hui, on verra à quoi ils servent réellement en électronique. Alors, petit disclaimer, cette vidéo est dédiée à l'étude d'un type assez spécifique des transistors. Et c'est le transistor bipolaire. Mais bien avant, on va faire un peu de généralité pour nous plonger entièrement dans le bain. Alors, sans plus tarder, lançons-nous dans le vif du sujet. Alors, le mot transistor provient d'abord de l'anglais transfer resistor, qui veut dire licence de transfert en français. Et ça s'écrit comme ça. Transfert. Et il n'y a pas accent aigu. Nous sommes en anglais. Transfer resistor. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris cette partie, on a supprimé cette partie. Ici. On a supprimé aussi le début ici. Le reste, comme ça. Et là, on a transistor. Et donc le transistor, c'est un composant électronique à semi-conducteur qui permet de contrôler ou d'amplifier des tensions et des courants électriques. Et il faut noter que c'est le composant actif le plus important des circuits électroniques, que ce soit en basse ou en haute tension. Et par exemple, dans les circuits logiques, vous avez les transistors qui permettent d'effectuer des opérations logiques pour des programmes informatiques. Et quand nous venons au niveau des amplificateurs, par exemple, le transistor joue un rôle de stabilisateur de tension et parfois de modulateur de signal. Alors, on va aborder rapidement la classification des transistors, c'est-à-dire combien de types de transistors il existe. D'abord, on commence par le transistor bipolaire, qui est tout simplement un dispositif électronique qui est conçu à base de semi-conducteurs dont le processus de fonctionnement repose sur deux jonctions PN. Et il y a une jonction qui est montée en direct et l'autre en inverse. On va le voir un peu plus en profondeur lorsqu'on va l'aborder dans la vidéo. Deuxième type de transistor, on a le transistor à effet de champ. Alors, contrairement au transistor bipolaire, le transistor à effet de champ possède une grille. C'est ça qui représente la base chez le transistor à effet de champ. Donc, la grille va agir maintenant par effet de champ, d'où le nom de transistor à effet de champ même. Et parmi les transistors à effet de champ, ou encore FET. Donc, FET c'est un mot anglais. FET qui veut dire tout simplement field. FET. Alors, vous allez me pardonner vraiment pour mon anglais, pour mon accent anglais. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. On évolue. Transistor. Donc, FET transistor, qui veut dire FET. Donc, parmi ces transistors, parmi ce type de transistors, on en distingue encore d'autres familles. Il y a encore d'autres familles parmi ces FET-là. Donc, les transistors à effet de champ. Ouais, transistor à effet de champ. FET qui veut dire champ. Et là, vous me voyez venir. Vous connaissez tous vous avez déjà entendu parler des MOSFET. Les transistors MOSFET. Et donc, quand on parle de MOSFET, c'est des familles de transistors à effet de champ qui utilisent les propriétés des structures métal, oxyde et semi-conducteurs. Donc, métal, oxyde, semi-conducteur. Ensuite, on a les GFET. Les GFET, c'est des transistors qui utilisent les propriétés des jonctions PN tout simplement. Donc, si vous êtes malin, vous savez déjà que le J qui est ici, là, c'est mis pour jonction. Donc, on va pas trop s'attarder sur ça. Même, c'est une généralité, c'est pas le but principal de la vidéo. Mais c'est important de partir de la base, quoi. Vous voyez, non? D'autres types de transistors qui existent encore, on a le transistor à unijonction. Le transistor à unijonction. Et c'est un transistor qui a déjà pratiquement disparu. Et c'est un transistor qui servait en temps à créer des oscillateurs à relaxation. Au montage, je vais vous mettre une photo d'un oscillateur à relaxation. Vous allez voir un peu à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas. Et à part ça, il y a aussi d'autres technologies qui sont plus hybrides. C'est-à-dire quand il est hybride, ça combine deux propriétés. C'est-à-dire peut-être deux types de transistors, deux structures différentes, quoi. C'est ça qu'on appelle hybride. Quand on parle de technologie de transistors hybrides, là, on a notamment l'IGBT. Vous connaissez l'IGBT? Alors l'IGBT, c'est un transistor hybride. J'espère que je l'écris correctement, qui est composé à la fois d'un transistor bipolaire et d'un MOSFET. Donc, oui, comme ça. Transistor bipolaire et MOSFET. Donc, l'IGBT, c'est à la fois, ça contient le transistor bipolaire et le transistor MOSFET à la fois.
Et cette technologie hybride est conçue pour être utilisée principalement en électronique de puissance. Alors les amis, on va brasser rapidement les applications des transistors, c'est-à-dire leur domaine d'utilisation, etc. Et d'abord, on va commencer par les deux principaux types de transistors qu'on a énumérés tout à l'heure, c'est-à-dire le transistor bipolaire et les MOSFET, ou bien les transistors à effet de champ tout court. Alors, notamment ces deux types de transistors permettent de répondre aux besoins en électronique analogique et numérique. Mais ils sont également utilisés en électronique de puissance et aussi en électronique de haute tension. Et quand on parle d'électronique de haute tension, c'est plus au niveau de l'automobile. Vous voyez, les véhicules, il y a de l'électronique dans les véhicules. Là, c'est la haute tension au niveau du véhicule parce que c'est la tension élevée par la batterie et qui est ensuite élevée au niveau de la bobine. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'automobile encore. On continue. Et plus spécifiquement, les transistors bipolaires sont très utilisés en électronique analogique et en électronique de puissance. Il s'agissant des transistors à effet de champ et les CMOS. Et je vais faire une parenthèse sur les CMOS en même temps. Ce sont des circuits intégrés numériques. Vous voyez, les transistors CMOS. Donc, ce sont des circuits intégrés numériques qui sont utilisés en particulier dans les microprocesseurs. Et le but, c'est d'intégrer à grande échelle plusieurs millions, voire des milliards de transistors à effet de champ. Et vous allez me demander pourquoi on n'utilise pas les transistors bipolaires dans les technologies CMOS au niveau des microprocesseurs d'ordinateurs, par exemple. C'est tout simplement parce que le transistor bipolaire consomme énormément de courant par rapport aux transistors à effet de champ. On continue. Donc, je disais tantôt, les transistors à effet de champ sont principalement utilisés en électronique numérique. Quand on parle de CMOS, vous savez que c'est l'électronique numérique. D'autant plus que les technologies CMOS sont composées uniquement de transistors à effet de champ. Alors, pas que en électronique numérique, ils sont également utilisés pour commander des moteurs, par exemple, aussi utilisés au niveau de l'électronique haute tension et donc dans l'automobile. Les amis, on va pas aller plus loin dans les généralités. On va attaquer directement le vif de notre vidéo. Et c'est le transistor bipolaire. Les plus nouvelles feuilles, hein. Transistor bipolaire. Alors, pour faire simple, le transistor bipolaire, c'est un composant qui est constitué de deux jonctions PN, ou tout simplement, quand on parle de jonction PN, vous savez, c'est les diodes. Donc, diode, c'est les diodes à jonction. Le symbole d'une diode, c'est comme ça, hein. On a ici l'anode et la cathode, bien sûr. Et là, il y a les porteurs de charge positifs ici, P, et les porteurs de charge négatifs, qui sont les N, les électrons. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'on appelle jonction PN. Et donc, les transistors bipolaires sont constitués de deux de ces jonctions-là. Donc, quand on parle de transistor bipolaire, c'est équivaut à deux de ces jonctions-là. Donc, comme ça. Et comme ça. Deux jonctions PN comme ça. PN comme ça. Pour les transistors bipolaires. Et selon le sens de montage de cette diode, on obtient deux types de transistors. Comme j'ai mis deux ici, là, on va assembler les deux là pour former un transistor. Donc là, il y a plusieurs types de montage ici. Soit on met ça en sens inverse, on met ça comme ça, tête bêche. Soit on dispose ça dans le sens contraire. Donc, on va pas trop parler, on va faire ça en même temps, vous allez voir. On a dit deux jonctions, non? Donc, prenons par exemple la première jonction, comme ça. Et supposons qu'on monte ça comme ça. Cathode, comme ça. Donc, ça veut dire qu'on aura quelque chose comme ça. Je prends un bon dessinateur. Hein, vous comprenez déjà l'idée. Donc ici, on a P, on a N. On a N également ici pour la seconde jonction, P. Et le second montage, c'est qu'on a, par exemple, c'est tout simplement le sens inverse. C'est-à-dire, oui, comme ça. Donc, on a, excusez-moi, c'est N ici, parce que c'est la cathode ici, P, N. Et là, si on va plus structurer tout ça, là, en matière de transistor, on peut reprendre ça comme ça. Donc là, 3 comme ça. Donc ici, on a P. Là, on a également P. Mais là, les N sont ensemble. Donc, on va former une liaison N ici. On peut, là, à ce niveau, on peut piquer une borne de notre transistor. Donc, on a déjà
2 bornes ici. Donc, on pique une borne ici et c'est cette borne-là qui donne les N, l'unique N qui est ici. Donc là, n'oublions pas, hein, on va comme ça. Ici aussi, on pique ici pour former un seul fil ici, un seul fil de P. Donc là, on a, comme tout à l'heure, là c'est N, là c'est N, et là c'est P, comme ça, et comme ça. Et ces bornes-là, comment on les appelle? Ici c'est l'émetteur, et là c'est le collecteur. À ce niveau ici, c'est la base B. Donc, B, même principe ici. E. C. Et donc là maintenant, on dit que ce type de transistor, c'est le transistor PNP, tout simplement. Et là, c'est le transistor NPN. Donc, c'est les deux types de transistors, ça. C'est les deux types de transistors, ça. PNP et NPN. Par exemple, si on veut faire circuler le courant comme ça, dans la diode, vous êtes d'accord que le courant va faire comme ça. Le courant circule de l'anode vers la cathode. Pareil ici, hein, anode vers la cathode. Là, maintenant, ça va circuler de l'anode vers la cathode, toujours ici. Donc là, ça fait, si on veut prendre ce sens, là, ça fait, oui, ça fait ça. Comme ça, le courant fait comme ça. Donc là, au niveau de notre émetteur, on a le sens du courant qui est comme ça. À ce niveau, on a le sens du courant qui est sortant comme ça. Et de tout ça, on va déduire le symbole du transistor, de chaque type de transistor. D'abord, on sait que le symbole du transistor, c'est ça. Hein. C'est réglementé, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc c'est ça. Donc on a les 3 bornes comme ça. Base, comme ça. Émetteur, donc émetteur, base et collecteur comme ça. Donc c'est ça le symbole d'un transistor. Mais il y a un symbole spécifique propre à ce type de transistor. Et qu'est-ce qui définit cette spécification? C'est le sens du courant dans l'émetteur. Et donc, s'agissant du transistor NPN, donc d'abord PNP, le transistor PNP, on a dit que le courant au niveau du transistor PNP, le courant sort, donc c'est ça, au niveau du transistor PNP, le courant entre comme ça dans le collecteur, tandis qu'au niveau du transistor NPN, le courant sort du collecteur. Donc, on va se baser sur ça pour représenter notre symbole. Donc là, on a le symbole de notre transistor comme ça. Base, collecteur, émetteur. PNP, on a dit que le courant entre dans le collecteur. Donc, pour représenter comme ça, le centre du courant comme ça. NPN. On a notre transistor comme ça. Le collecteur, la base et l'émetteur. Là maintenant, le courant est sortant au niveau de l'émetteur. Donc comme ça. Donc c'est le sens du courant dans l'émetteur qui fait la particularité au niveau de ces deux types de transistors. Et quand vous avez le symbole comme ça, l'émetteur répare la flèche qui indique le sens du courant, tout simplement, tout bêtement. Donc en même temps, on aborde la polarisation d'un transistor. Donc, polarisation du transistor. Donc, on va étudier rapidement ça. On va passer un bon bout de temps là-dessus parce que c'est très important, tout simplement. Car si vous avez un transistor, vous ne savez pas comment l'utiliser, vous ne savez pas comment ça fonctionne, comment polariser le transistor dans un circuit, là, ça devient compliqué. Vous allez griller le transistor comme des petits pains. On y va. Alors, pour que le transistor fonctionne, le transistor a besoin de 2 sources de tension. Donc, une alimentation pour le circuit de base, une alimentation pour alimenter le circuit de base et une autre alimentation pour alimenter le circuit du collecteur. Là, me demander, qu'en est-il de notre ami l'émetteur? L'émetteur est souvent relié à la masse de l'alimentation, à la borne négative de l'alimentation. Donc, en ce qui concerne l'alimentation du circuit de base, on note souvent ça, VBB,
VBB, c'est ça. Soit vous allez voir des cas. Bon, la notation conventionnelle, c'est tout simplement VBB. Et l'alimentation du circuit collecteur, c'est souvent VCC, c'est très souvent VCC. Et parfois, l'alimentation du circuit de base est réalisée à partir de l'alimentation du circuit collecteur, c'est-à-dire VCC à partir de VCC. Pour ceux qui ont déjà travaillé des exercices sur le transistor, vous allez voir souvent, il y a une alimentation comme ça, il y a le transistor comme ça, il y a le transistor comme ça, il y a l'alimentation VCC. Ça, c'est obligatoire, c'est obligatoire. Et là, vous allez voir, au lieu de mettre une source de tension ici simplement pour évoluer, les gars vont venir mettre un pont diviseur de tension pour pouvoir diviser cette tension-là et l'utiliser au niveau de la base. Si vous n'avez pas de source de tension indépendante, donc on peut mettre une résistance ici, et comme ça, la base ne reçoit pas exactement cette tension qui est ici, mais plutôt la base va recevoir la tension ici, la tension à ce niveau. Et donc, on a tout simplement nos deux sources de tension nécessaires pour le fonctionnement du transistor. Et dans les vidéos qui vont suivre, on va faire des applications, des exercices d'application plutôt sur le transistor, tout simplement, le transistor bipolaire. Pour ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être immédiatement alerté lors de mes publications de vidéos. Et s'agissant des caractéristiques du transistor, parce que quand on prend tout composant, ça a des caractéristiques. Quand on prend une lampe, ça a une caractéristique, c'est-à-dire la puissance consommée, la tension nominale de fonctionnement, le courant et tout ce qui va avec. Donc, quand on prend notre ami le transistor, il a également des caractéristiques. Et donc, les constructeurs donnent en général des valeurs comme ça à ne pas dépasser afin d'éviter tout simplement la détérioration du transistor. Et parmi ces valeurs, on a la tension du collecteur lorsque le transistor est bloqué, c'est-à-dire lorsqu'on a VBB égale à 0. Donc, VCE 0 par exemple, ou Vmax, attention Vmax. Donc, c'est la tension. Donc, c'est la tension. Tension collecteur émetteur. Comme son nom l'indique, hein, VCE 0. Donc, c'est la tension lorsque la tension du circuit de base est nulle. Donc, lorsque VBB égale à 0. Donc, c'est une première caractéristique qu'on retrouve souvent sur les transistors ou bien sur le datasheet tout simplement. Ensuite, on a VBE0 qui est tout simplement la tension base émetteur, la tension maximale base émetteur. Donc, tension base émetteur, la tension maximale base émetteur. On a également le courant IC maximal. On a le courant IC maximal dans le collecteur. Et s'il y a une charge, c'est au niveau du collecteur qu'on branche la charge. Donc, il faut un courant maximal. Ça, c'est normal. Ensuite, on a la puissance, donc, Pmax, la puissance maximale qui peut dissiper le transistor. J'ai dit tout à l'heure que ça alimente une charge. Ici, au niveau du collecteur, ça alimente une charge. Donc, on peut en même temps déduire la formule de P. Donc, P, la puissance dissipée par le transistor, c'est tout simplement VCE, oui, la tension VCE, fois le courant du collecteur. Donc, c'est ça qui est la puissance dissipée par le transistor. Donc, le conducteur va venir donner cette puissance maximale à ne pas passer. Vous voyez? Donc, quand vous faites vos mesures sur le transistor et vous obtenez une puissance qui dépasse les puissances Pmax, ça veut dire qu'il y a un problème. Et votre transistor est en cours de détérioration si ce n'est pas encore fait. Les amis, on va maintenant mettre le transistor dans un circuit. C'est-à-dire, on va essayer de donner son schéma de principe. C'est un schéma standard de base sur lequel on va se baser pour faire notre étude. Donc là, on a le transistor comme ça. Je ne suis pas un bon dessinateur. De toute façon, vous le savez. Donc, on a une résistance de limitation ici. Au niveau de la base. Base, collecteur, émetteur. Là, on va utiliser un transistor NPN. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est le transistor NPN que vous allez retrouver presque partout. C'est le transistor le plus utilisé, tout simplement parce que c'est le transistor le plus rapide. Parce que c'est rapide par rapport au transistor PNP et c'est ça qui est le plus utilisé tout simplement. Donc là, transistor NPN, on sait que c'est sortant comme ça. Donc, on a une charge ici,
une charge, je vais mettre RC par exemple là, au niveau du collecteur. Là, l'émetteur est relié à la base, à la masse plutôt, comme ça. Donc là, on aura notre alimentation ici. L'alimentation VCC. Donc comme ça. Ça, c'est le symbole d'une source de tension. Hein. J'espère que vous le savez. Plus ou moins, tension continue. Donc, on va mettre VCC ici. Et là, on a le courant ici qui est débité ici par cette source. Et là, on peut mettre notre source secondaire, la source VBB. Alimentation des circuits de la base pour alimenter la base. Et RB pour limiter le courant dans la base. IB ici. RC aussi c'est une charge, mais en même temps c'est une résistance de limitation du courant. Donc, vous savez tout de toute façon. Et là on a la tension VBE. Donc ici on a B1, on a E, on a C. Là on a BCE. Je crois que c'est bon. Hein. Il faut retenir que cette tension, bon, c'est la plus grande tension visiblement et c'est toujours supérieur. Donc, si on suppose par exemple que ici on a 12 volts, bah, peut-être on peut avoir 5 volts par exemple. Là on a 0 volts, hein, vous savez, on a 0 volts. Donc, c'est ça le schéma de principe de notre transistor T. On va commencer par analyser très rapidement ce schéma, les amis. Alors, d'abord, on va établir une relation entre ces trois courants-là. Alors là, c'est le courant IE. Donc, on a IE, IB, IC. On va établir rapidement une relation. Quelle relation on peut établir entre les courants? Donc, je vais mettre ça quelque part ici. La loi des nœuds, longue vie, à ceux qui l'ont deviné. On a IC, on a IE, pardon. IE qui est partant ici. Donc, les deux courants là viennent. Et là, on a IC plus IB. Tout simplement, la somme des courants qui viennent à un nœud est égale à la somme des courants qui en partent. C'est tout simplement VT. Et en plus de cette relation entre les trois courants, il existe une relation entre IB et IC. Et cette relation est due à l'effet transistor. Bon, quand je dis effet transistor, c'est l'effet qui génère l'amplification du courant tout simplement. Et cette relation, c'est IC qui est égal à un certain bêta fois IB. Alors, bêta, c'est le gain du transistor. Donc, c'est le gain en courant du transistor. Donc, c'est ça qui permet tout simplement l'amplification. Et c'est encore appelé par la même occasion coefficient d'amplification statique en courant du transistor. Et sur les datasheets là, sur les datasheets des fabricants, ils vont souvent noter bêta. Ils ne vont pas mettre bêta souvent. Ils vont mettre HFE. HFE comme ça. Donc, quand vous voyez HFE là, sachez que c'est bêta. Et généralement, le bêta varie entre 30 et 300. Et bon, si on va être un peu spécifique pour les transistors petits signaux là, c'est-à-dire les transistors qui sont utilisés en basse tension là, on a souvent le bêta comme ça, c'est-à-dire 100 inférieur à 300. Donc, c'est souvent inclus entre ces deux valeurs là. Et pour les transistors de puissance, c'est-à-dire les transistors en haute tension, on a souvent le bêta comme ça, 100, comme ça, vous l'aurez deviné. Et ça, c'est une petite parenthèse. Et donc, on disait que le IC est égal à bêta IB. Donc là, si on va remplacer ça dans notre relation, notre première relation ici, ça fait IE qui est égal à bêta IB plus IB. Donc, un peu de mathématiques pour ceux qui aiment les mathématiques. Pour ceux qui n'aiment pas, c'est pas grave. Donc, IE donne, on factorise rapidement. Donc, ça fait IB, bêta plus 1 fois IB. Donc, dans le cas où le bêta serait vraiment grand, comme ça, hein, par rapport au IB, donc ça veut dire que le IB c'est un courant qui est souvent faible. Et que d'abord, on sait que c'est une petite tension ici. Et en plus de ça, la résistance de limitation est souvent élevée. Donc, le IB, c'est un courant faible. On n'a pas besoin d'un courant trop élevé pour enclencher le transistor. Donc, dans le cas où notre bêta IB, c'est le bêta tout simplement, donc le bêta fois IB est très grand par rapport à notre IB ici. Et c'est le cas des transistors petits signaux, comme ça. Les transistors petits signaux, les transistors dont le bêta est comme ça. Là, on pourra écrire que
on pourra écrire que le bêta IB. Donc, si bêta IB est très supérieur à IB, ça veut dire que le bêta IB, quand vous allez ajouter encore IB ici, parce que IB est faible, IB est très faible, j'ai dit ça, ça va être encore sensiblement égal à ça. Bêta IB. C'est comme si vous prenez 1000 par exemple, vous prenez 100. Vous prenez 100 fois 0,0001. Donc, c'est notre IB qui est 0,0001, notre bêta qui est 100. Quand vous prenez ça, vous faites 100 fois 0,0001, plus encore 0,0001, ça va revenir toujours à ça, sur la calculatrice. Vous voyez? Donc, c'est pour être plus précis, vraiment ultra précis, que vous allez constater une légère variation. Mais on est en théorie ici, on va évoluer. Donc là, on peut factoriser ici, hein, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, IB en facteur ici, donc ça fait bêta plus 1 en supplément égal à bêta IB. Donc là, vous pouvez simplifier les IB, c'est mathématique. Hein. Et là, on peut obtenir bêta plus 1 qui est sensiblement égal à bêta. Donc, on peut mettre égal. Hein. En théorie, on peut mettre égal à bêta. Et vous allez voir, cette relation-là qu'on a établie va nous servir maintenant à dire que le IE, parce qu'on a, bon, je vais pas mettre ça, hein, je vais mettre symbole comme ça, c'est différent de équivalent. Ça implique que, cette relation va impliquer que le IE est égal à, on a dit que ici que IE est égal à bêta plus 1 IB. Or, on a dit que bêta plus 1 est égal à bêta ici, on a déduit ça, donc ça fait bêta IB. Comme par hasard, c'est égal à ici. Donc, on peut déduire de là que pour les transistors petits signaux, le IE est égal à IC en théorie. Je précise en théorie. Donc, c'est important de faire cette petite analyse-là. Et là, on va aborder les phases de fonctionnement du transistor. Donc, le transistor en régime de commutation. Donc, transistor en régime de commutation. Bon. Et donc, à ce niveau, pour fluidifier un peu l'explication, on fera l'analogie par rapport à un relais électromagnétique. Donc, c'est exactement la même structure de fonctionnement que le transistor. Pour ceux qui ne connaissent pas le symbole d'un relais électromagnétique, tout court, c'est pas compliqué. Le symbole d'un relais, c'est ça. On a une bobine là, la bobine qui va s'exciter, qui va tout déclencher là. On a le contact ici. Donc, on a un contact comme ça. Hein. Donc, là, on a le relais qui est en position 1 ici, donc position 1, position 2. Donc, position 1, position 2 ici. Donc, au repos, c'est en position 2. Donc là, il y a une liaison comme ça, hein. Liaison électrique, liaison mécanique plutôt. Là, on a la bobine B. Et ici, le relais va recevoir deux alimentations. Donc, alimentation 1, alimentation 2. Comme par hasard, notre transistor également reçoit deux sources de tension pour son fonctionnement. Et donc, l'analogie paraît encore plus évidente. Donc là, le premier cas, c'est que là, vous êtes tous d'accord que lorsqu'il y a présence de tension ici, la bobine va s'exciter et le contact qui est ici va changer de sens. Donc ça devient un contact fermé. Donc c'est un contact ouvert au repos. Ça va changer de position plutôt. Ça va changer de position. Ça ira en position 2 qui va devenir un contact fermé. Donc là, premier cas par exemple, le premier cas, c'est lorsque alimentation 1, bon, je vais mettre alimentation 1 off, c'est bon. Donc là, on va pas trop se casser la tête, quoi. Donc là, on a notre bobine comme ça. On a notre bobine comme ça. On a notre contact qui est au repos comme ça. Position 1, position 2. Une alimentation. Donc le relais n'est pas là pour s'amuser. Ça va venir alimenter. Un récepteur, par exemple ici, ou bien une charge, ce que vous voulez.
Là, on a l'alimentation là. On va faire notre analogie en même temps par rapport au transistor. Donc là, on a le VCC. Là. Et ici, on a bon, une tension ici. Peut-être je vais mettre UC ici. Et là, on a le courant. Donc je vais mettre IC. Et là, par exemple, on a notre tension qui là comme ça. On peut nommer ça UR par exemple. Là. On va s'occuper maintenant de notre bobine. Donc là, on a dit que lui, il a besoin d'une source de tension. On va utiliser deux cas différents de la source de tension. Du relais ici, de la bobine plutôt. Donc on a dit que notre premier cas, c'est lorsque la source est off. Donc on va mettre un commutateur là pour pouvoir changer tout simplement de position. Comme ça. Et on a de ce fait notre tension ici. Comme ça. Donc, VBB, hein, VBB. C'est un commutateur comme ça. Car par exemple, vous voyez. Donc, c'est comme ça. C'est en position 1. Comme ça, position 1. 2. Donc, c'est en position 1 comme ça. En position 1 comme ça. Donc, c'est au repos. Alimentation 1 off. Vous voyez. Donc, le circuit là est off. Lorsqu'on va vouloir commuter comme ça va devenir on. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? Là, n'oubliez pas, on met notre IB ici pour conserver notre analogie par rapport au transistor. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On sait que d'abord, l'alimentation est off ici. Donc le IB qui est ici, là, ça ne va pas exister. Donc le IB est égal à 0. Si le IB est égal à 0, ça, c'est toujours en position 1, ça ne bouge pas. Donc le IC va être toujours égal à 0. Vous êtes d'accord avec moi? Mais par contre, s'il y a de tension ici, mais il n'y a pas de liaison là, ça veut dire que cette lampe-là ne va pas s'allumer. Ou bien, donc la tension ici, 0. C'est bon. Et maintenant, si on fait rapidement la loi des mailles ici, pour détecter, parce que là, le potentiel qui est ici, c'est pas le même potentiel qui est ici. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que ici, c'est un autre potentiel qui est ici. Donc, n'oubliez pas un plus moins. C'est un autre potentiel qui est ici. Ça vient là. C'est un autre potentiel. Donc là, il existe bel et bien une tension ici. Donc, UC, ça serait égal à quoi? Ici, c'est égal à 0, donc c'est égal à VCC. Comme ça, hein. On dit que le UC est égal à VCC. Maintenant, on va revenir maintenant à notre transistor pour voir ce que ça va donner au niveau du circuit du transistor. Au niveau du circuit de notre transistor, ça va donner quelque chose comme ça. Bon, c'est chiant à représenter. On a quelque chose comme ça. Donc, la charge comme ça. LC. La tension principale ici, source de tension VCC, la base, on va alimenter la base. Là, il y a une résistance de limitation LB. Là, on a mis un commutateur là, n'oubliez pas, commutateur là pour pouvoir switcher entre les positions 1 et 2. Donc, on a comme ça, oui, la tension est comme ça. VBB, là, IB comme ça. Là, c'est K. Et c'est en position 1 comme ça. Ici, c'est... N'oublions pas le sens. Hein. Là. Il y a IC comme ça. VCE ici. Là, on a quoi? VBE. Et là, on a la masse. Donc, qu'est-ce qu'on disait dans l'autre cas là? On disait que le IB est nul. Donc, quand vous voyez correctement, hein, quand c'est comme ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de tension. Le IB est nul. Le IC est nul. Par conséquent, la tension ici, ça serait nul. Parce que ici, il y a 0 volt ici. Ici également, c'est la masse, il y a 0 volt. Donc, VBE égale à 0. On a dit que VCE, la tension ici, est égale à VCC. Puisque ici est égal à 0. Si ici est égal à 0, ça veut dire que la tension ici est nulle. Parce que loi d'Ohm. Donc là, on a RIC là, donc c'est nul. Donc ça revient à VCC ici. Donc fort de ces trois hypothèses là, ou bien conditions, on dit que le transistor est dans un état de blocage. Donc si vous avez tout ça réuni, ça veut dire que
le transistor est bloqué. Donc, tout ça, transistor bloqué. Comme ça. Et quand le transistor est bloqué, c'est équivalent à un interrupteur ouvert entre le collecteur et l'émetteur. Donc, entre le collecteur et l'émetteur ici, on a quelque chose comme ça. Un interrupteur ouvert, comme ça. Collecteur, émetteur. Donc, c'est équivalent à ça quand le transistor est bloqué. Donc, c'est un premier état, ça. Hein? Premier état du transistor. Et donc, deuxième cas, c'est lorsque l'alimentation dans ALIM 2, ALIM 1, excusez-moi, ALIM 1, ALIM 2, on ne touche pas. Alimentation 1 est on. Lorsque le cas est en position 2. Donc, on va rapidement faire notre relais comme ça. Hein. Relais électromagnétique, notre cher relais. Donc, on est comme ça. Là, maintenant, c'est en position 2. C'est en position 2. Donc, position 1, position 2. Comme ça. On a notre lampe comme ça. Ou bien une charge, peu importe. Donc là, on a la tension VCC là. Plus moins. On a le courant IC. Et là, c'est la position 2 ici parce que l'alimentation est on. Donc, quand l'alimentation est on, ça veut dire que le relais, la bobine ici est citée. Donc, ça enclenche ça. Ça enclenche le contact là. Ça passe en position 2. Donc, ici, notre commutateur, on sait que c'est en position 2. Donc, c'est en position 2. Donc, il y a le courant comme ça. Et ça veut dire que la tension, la source qui est ici devient opérationnelle. Le cas comme ça. IB, pas analogie, hein, bien sûr. Là, oui, je vois que c'est bon. Ici, on avait nommé ça. Comment on avait nommé ça? UR. Et ici, on a nommé ça comment? UC. Et donc là, on a quoi? Là, d'abord, on sait qu'il y a une tension qui existe ici. Et c'est passant ici. Donc d'abord, le IB est différent de 0. C'est plus nul. Si le IB est différent de 0, on a notre contact qui a changé de sens ici. Donc le IC est en même temps différent de 0 également. Et ça, cette tension également, ça veut dire que le UR est différent de 0. Donc le UR existe. Mais par contre, le UC sera nul. Pourquoi? C'est un fil ici. Entre ce point et ce point, c'est le même potentiel. Vu que la tension est définie comme étant une différence de potentiel entre deux points, ça veut dire que c'est nul. S'il y a le même potentiel ici et le même potentiel ici, ça veut dire que c'est nul, tout simplement. C'est bon? Donc là, on a ces quatre conditions qui sont réunies. On revient maintenant au schéma de principe de notre transistor. Et donc, on a, comme toujours, hein, on a notre charge ici, RC. Notre source de tension, comme ça. VCC. Ici. Là, on a RB. Là, maintenant, le fameux cas qui est en position 2. En position 2, donc c'est passant. Le cas. BBB. La masse. Là, on a IB. Là, on a VBE. BCE. Je crois que c'est bon. Hein? Donc là, c'est comme ça veut dire que d'office, notre IB différent de 0. Tout le monde sait ça. IC différent de 0. Maintenant, le VBE. VBE, il y a un potentiel ici alors. Il y a une tension ici. Donc, il y a un potentiel là. Il y a 0 ici. Donc, il existe bel et bien une différence de potentiel. VBE devient donc différent de 0. VCE. VCE, on a dit tout à l'heure que lorsque ce circuit de charge commence pas à fonctionner, donc quand le VBB est actionné ici,
on a dit que cette partie se comporte comme un fil. Et ça, on a dit maintenant, hein, lorsqu'on faisait notre analogie par rapport au relais électromagnétique. Donc ici, ça va donner 0. Là. Donc, quand on a ces conditions réunies, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le transistor devient passant, comme diode. C'est simple, diode bloqué, diode passant. Maintenant, pour rendre ça un peu stylé, parce que le transistor, c'est pas diode, c'est différent. Donc, on dit que le transistor est comment? Saturé. Le transistor est saturé ou passant, c'est la même chose. Et dans ce cas, le transistor est équivalent à un interrupteur fermé entre le collecteur et l'émetteur. Interrupteur fermé entre le collecteur et l'émetteur. Donc, par conséquent, on a déduit tout à l'heure 2 états de fonctionnement pour le transistor. Donc, 2 états. Bloqué et saturé. Donc, soit le transistor est bloqué, soit c'est saturé. Qui est à la base de ça? C'est notre cher VBB. Donc, quand lui il existe, le transistor est saturé. Quand il n'existe pas, le transistor est bloqué. Alors, de ce fait, le fonctionnement du transistor est régi par 2 droites. Donc, on a la droite de charge statique et la droite d'attaque statique. La droite d'attaque statique. Et donc, on va attaquer notre chère droite de charge. On va l'attaquer rapidement et voir ce qu'il a dans le ventre. Donc, l'équation de cette droite-là est donnée par la loi des mailles au niveau de la charge, au niveau du circuit de charge. Donc, lorsqu'on considère la maille du circuit, là où il y a la charge RC. Donc là, si on considère cette maille-là, on a donc loi des mailles. Loi des mailles. On a rapidement, sur le circuit, on a rapidement, je vais jeter un coup d'œil, on a VCC moins RCIC pour appliquer directement la loi d'Ohm moins VCE qui est égal à 0. Ça, c'est la loi des mailles. Et là, j'oubliais, la droite de charge, sa caractéristique, c'est IC en fonction de VCE. Ce qui est logique parce que quand on regarde même dans l'équation de cette droite-là, la loi des mailles, là, c'est IC et VCE seuls qui sont susceptibles de varier parce que RC c'est constante, l'alimentation aussi VCC c'est constante. Donc c'est les deux gars là qui peuvent varier. On va essayer d'exprimer alors ici en fonction de VCE. Simple. On a RC IC qui est égal à VCC moins VCE. Ce qui donne IC qui est égal à VCC sur RC moins VCE sur RC. Voilà, si on va rendre ça un peu stylé, on sait que c'est VCE qui est l'abscisse. Une droite, c'est Y égale à A1 plus B, donc Y égale à A1. Donc A, donc moins 1 sur RC VCE, comme ça, pour obtenir notre abscisse là. Plus le B qui est VCC sur RC, la constante là. Donc, c'est l'équation de notre droite de charge, ça. Donc, on constate que le A, le coefficient directeur est inférieur à 0. Le coefficient directeur est inférieur à 0. Donc, la droite, quand on va tracer dans le repère orthonormé, ça serait comme ça. Comme ça. Et non comme ça. Donc, ça serait comme ça. C'est un petit indice. Donc, à partir de cette équation-là, lorsqu'on aura IC nul, ça donne quoi? On a alors IC nul. Ça donne quoi? Ça donne VCC moins VCE qui devient nul. Dans ce cas, on a VCE qui est égal à VCC. Si VCE est égal à 0, on est en train de déterminer les coordonnées de notre droite comme ça. Hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc là, on a le IC qui est égal à, ça va être égal à VCC sur RC.
VCE est égal à 0. Ça nous a appelé maintenant quoi? L'état de saturation. Et donc, on peut identifier deux points de fonctionnement du transistor sur la droite de charge statique. Donc, le premier point, point P1, par exemple, qui est VCE, abscisse, hein, VCE, égal à VCC, ordonnée, ici est égal à 0. Et le point 2, abscisse VCE égal à 0, ici est égal à VCC sur RC. Je crois que c'est bon, on a nos deux points pour construire notre droite de charge. On ne va pas construire ça ici. Hein. On va attaquer directement la deuxième droite. La droite d'attaque. Droite d'attaque. Comme ça. Et cette droite-là, c'est VBE en fonction de IB1. C'est VB en fonction de IB, c'est cette droite-là, ça, c'est sa caractéristique, ça. Et pour déterminer l'équation de cette droite, on va considérer la maille du circuit de base. Parce que là, on a déjà BB ici, donc c'est un indice, quoi. C'est un indice fort. Donc là, si on considère cette maille-là, on a quoi? On a VBE plus RB, IB moins VBB, la tension du circuit de base, qui est nulle. Et là, vous voyez clairement que c'est IB et VBE qui sont susceptibles de varier là. Parce que RB et VBB sont constantes. Donc là, on va essayer d'exprimer VBE en fonction de IB. Là, ça fait VBE qui sera égal à RB, IB, c'est ça. Ça va là-bas, ça fait moins RB, IB plus VBB. Donc là, on a directement ça. Hein. Donc là, on a notre équation. Donc, on a notre équation qui est VBE égale à moins RB, IB. IB, c'est l'abscisse. Ça, c'est redonné. Plus VBB. C'est ça, notre B. Donc, c'est l'équation de la droite, ça. Et le A est également inférieur à 0. Donc, ça serait toujours comme ça. A, c'est le coefficient directeur. Donc là, petite analyse. Si VBE est égal à 0, on aura quoi? VBE égale à 0. On aura VBB est égal à RB, IB. Donc, nous, on veut quoi? On veut IB. Donc, IB, ça sera égal à VBB sur RB. Second point, comme ça. Si IB est égal à 0, on aura quoi? On aura tout simplement VBE est égal à VBB1. Comme ça. Donc, on a encore deux points de fonctionnement pour notre transistor. Donc, point 3, par exemple, de coordonnées abscisse là, donc c'est IB. Comme ça, coordonnées, c'est VBE égal à 0. Le point 4, IB égal à 0. VBE égale à VBB. Comme ça. Donc, on a alors 4 points de fonctionnement pour notre transistor. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Surtout, mettez-moi un like si vous l'avez apprécié. Et si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ceux qui viennent de découvrir la chaîne, abonnez-vous. Il y a de bons contenus ici, que ce soit en électrotechnique ou en électronique. Et surtout, activez la cloche de notification pour être alerté à chaque nouvelle vidéo. Et la suite de cette vidéo sera des exercices d'application corrigés sur le transistor bipolaire. Sur ce, je vous donne rendez-vous à très bientôt sur la chaîne.